Donc mon intervention est destinée à vous présenter voilà quelques pistes de réflexion, voilà quelques manières d'approcher le devoir de vigilance. Et la question que je me pose, c'est celle de savoir, ou en tout cas au moins de tenter d'apporter des éléments de réflexion sur la capacité de ce mécanisme que j'aborde d'un point de vue juridique, de la capacité de ce mécanisme juridique de constituer un instrument efficace de justice sociale globale. Voilà, donc c'est l'idée. Donc, dans les éléments de cadrage, c'est cela que je vais expliciter, puis je vais passer tout de suite à cette explicitation pour pas perdre trop de temps. Le devoir de vigilance est-il un instrument efficace de justice sociale globale? J'ai choisi comme cas d'étude deux textes et essayer de voir comment ils sont appliqués et comment ils pourraient être appliqués pour viser cet objectif d'efficacité en termes de justice sociale globale. Je vais revenir sur ce terme évidemment plus loin. Pourquoi j'ai choisi ces textes? Parce que ce sont des textes qui donnent une vision européenne entendue largement, c'est-à-dire la directive adoptée très récemment sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité au sein de l'Union européenne. Donc c'est un texte qui vient d'être adopté, qui donc n'a pas encore donné lieu à des mesures nationales de transposition. Donc là, on s'intéressera uniquement au texte en lui-même et à l'approche ou aux approches qu'il véhicule, aux limites aussi évidemment, et évidemment le droit français, dont des éléments essentiels ont déjà été indiqués. La loi donc du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Et aussi, je vais revenir sur le jugement La Poste. Alors, je pourrais enlever les choses que je pensais vous présenter et en dire d'autres, du coup. Puisqu'on a là un premier jugement sur le fond, et c'est le seul jugement à l'heure actuelle d'un tribunal français, enfin du tribunal judiciaire qui est exclusivement compétent en France pour traiter d'actions de contestation de la validité d'un plan de vigilance, l'insuffisance d'un plan de vigilance. C'est le seul jugement. Un appel a été interjeté, donc on va être prudent, mais qui nous dit quand même quelque chose de la manière dont le système français se saisit de cette question. Voilà, je suis spécialiste de droit du travail, donc je ne vais pas aller sur le terrain de la protection de l'environnement, ni les droits des populations locales, qui sont aussi comprises dans ces deux textes, qui sont beaucoup plus larges que la protection simplement des travailleurs dans le cadre des chaînes de valeur mondiale. Mais je me focaliserai sur cette question des travailleurs parfois. Je vais essayer d'avoir une approche assez globale. Mon questionnement là se dédouble. D'abord, je vais essayer juste de voir rapidement, enfin de vous indiquer en tout cas ce que j'ai retenu de la manière dont est présenté le devoir de vigilance, c'est-à-dire pourquoi, quels sont les arguments qui peuvent nous faire dire, en tout cas à certains, que le devoir de vigilance est un instrument de justice sociale globale et qu'en plus c'est un instrument presque idéal, en tout cas par rapport à ceux qui existaient déjà auparavant. Et ensuite, de s'intéresser réellement à comment les textes européens et français et leur application nous permettent déjà de voir, pas de vérifier complètement l'hypothèse que je vais poser, mais en tout cas de vérifier les premiers éléments. Donc, la première question s'aborde sous l'angle théorique, en tout cas. Et cet angle théorique ne peut pas se détacher du contexte. Alors le contexte, il est multiple en l'occurrence, et il est à la fois conceptuel, théorique, il est même épistémologique. Cette notion même de devoir de vigilance, elle transcende les disciplines, mais aussi évidemment le contexte économique, politique, voire géopolitique et juridique qui entoure
cet outil, instrument ou concept, notion de devoir de vigilance. Bref, évidemment, c'est pas question de savoir s'il y a un consensus sur est-ce que c'est un outil, est-ce que c'est plutôt... C'est évidemment tout cela en même temps et tout dépend de l'approche avec laquelle on aborde cet élément. Le dispositif juridique, en tout cas du devoir de vigilance, ne se conçoit qu'en lien avec le processus de globalisation, de mondialisation économique, financière, et finalement le terme de globalisation nous aide à comprendre ce processus multidimensionnel auquel donc le devoir de vigilance en tant que dispositif, qu'outil, tente d'apporter une réponse permettant de saisir les effets néfastes pour les travailleurs de ce phénomène de mondialisation économique ultra-libérale pour aller très vite. Le devoir de vigilance vise donc avant tout les grandes entreprises, voire les multinationales qui opèrent depuis le nord global. Là encore, je vais très vite. Qui opèrent depuis le nord global vers le sud global, ou les sud globaux, puisque il ne s'agit pas d'homogénéiser ce qui n'a pas lieu d'être, mais ça me permet juste d'aller plus vite, et qui profitent des interstices juridiques offerts par cette fragmentation dont on parlait précédemment, par un droit des affaires, un droit commercial international largement permissif, un droit social qui lui est largement inoffensif, en tout cas à l'égard de ces entreprises. Les multinationales se jouent des frontières géographiques, juridiques, sociétaires, et utilisent des opérations telles que la sous-traitance, mais aussi la contractualisation avec de multiples partenaires, des fournisseurs, à moindre coût. C'est pas la seule technique possible, il y en a d'autres, les accords d'investissement bilatéraux avec des États, etc. Mais c'est voilà, la sous-traitance, la délocalisation sont des outils que les entreprises utilisent très largement pour accroître leurs profits. Vous avez reconnu la photo sûrement, le drame du Rana Plaza en 2013 a constitué sûrement un point de rupture, a créé un choc tellement fort que il a conduit quand même à l'adoption de la loi française. On le sait tous, dans l'effondrement de ce bâtiment qui qui était composé d'ateliers de confection et qui avait été surélevé en toute illégalité pour permettre encore de fabriquer davantage de vêtements pour de grandes marques, de grandes sociétés européennes, dont françaises et aussi américaines, nord-américaines. C'est ce drame qui a causé plus de 1200 décès, essentiellement, là encore, d'ouvrières dans ces ateliers de confection, qui a en fait conduit de manière assez consensuelle en tout cas dans la recherche, mais aussi du côté des ONG, des syndicats, a conduit à une conclusion qui est l'inefficacité des normes de soft law qui visaient déjà, ils étaient très nombreuses à tous les niveaux, national, européen, international, qui visaient déjà à assurer une protection, notamment des travailleurs, en tout cas une responsabilisation des entreprises dans leur chaîne de sous-traitance, dans leur chaîne mondiale. C'est la RSE, c'est la due diligence incitative. Le devoir de vigilance, il vient en réaction à ce qui a pu être conçu comme un point de rupture, pour reprendre une expression malheureuse, une goutte d'eau là qui a fait exploser cette idée que en incitant les entreprises, en leur démontrant le business case, que c'est utile aussi pour les entreprises d'être plus responsables parce qu'elles en retirent des bénéfices. On a bien vu que ça marche pas, donc on passe au droit dur. Et c'est aussi la reconnaissance sur un plan plus politique, ce devoir de vigilance que je m'y perds, je m'emporte. C'est la reconnaissance
D'abord, il me semble, de ce que la globalisation est structurellement néfaste. En tout cas, elle repose sur une structure, sur des institutions structurelles qui reposent sur le dumping social mondial. Bon, voilà. En tout cas, c'est une sorte de consécration même implicite comme ça, à laquelle procède l'institutionnalisation, la reconnaissance légale du devoir de vigilance. Du coup, si on suit ce fil, globalisation structurellement néfaste pour les travailleurs, mais aussi pour les populations locales, pour les ressources de la planète, pour l'environnement. Okay, les injustices, les inégalités qui en sortent sont également structurelles. Le droit, jusqu'à présent, le droit mou, en fait, est-ce qu'il ne participait pas, en quelque sorte, à contribuer à ces injustices structurelles? La dimension structurelle qui est pointée ici, elle permet en principe, enfin en tout cas en théorie, pour certains de passer précisément d'une logique individuelle, de pointer du doigt telle ou telle entreprise qui ne respecterait pas ses obligations, à une démarche beaucoup plus collective, puisque les chaînes de sous-traitance, les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement sont tellement étendues, elles attrapent dans leur lien, dans leur filet, un nombre tellement important d'entreprises qu'il ne s'agit plus de pointer individuellement tel ou tel employeur, telle ou telle entreprise non respectueuse, qu'il s'agit de penser quelque chose comme une responsabilité collective ou structurelle. Peut-être structurelle, c'est plus avantageux. Et donc la nécessité d'avoir des normes contraignantes, l'idée que ce n'est qu'en obligeant les entreprises d'agir, de changer leur comportement qu'on va y arriver pour réaliser la justice sociale globale. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur ce concept de justice sociale globale. Beaucoup d'auteurs ont déjà pensé. Cette notion de justice sociale déjà appliquée aux travailleurs, elle est déjà spécifique et elle englobe notamment les théories du droit social. Les approches théoriques sont multiples, elles se répondent les unes aux autres. Donc évidemment, la justice sociale de Dworkin, Amartya Sen qui propose une autre approche basée sur les capacités ou les capabilities. Alain Suppiot a élevé la question au niveau international, dans la suite d'Amartya Sen, alors que les premières théories de Dworkin notamment, la justice sociale ne peut s'appliquer que dans le cadre d'un territoire national. Donc maintenant, on a de plus en plus de littérature sur la globalisation de cette justice sociale, qui repose alors sur une idée que, comme l'indique l'OIT, voilà, vous avez la citation que j'ai reprise sur le site de l'Organisation internationale du travail. Il faut maintenant passer à une approche globale axée sur les mécanismes et les politiques de distribution et de redistribution face à l'ampleur des inégalités. Citation qui est issue d'une campagne qui s'appelle Direction à la justice sociale, que l'OIT a lancée en octobre 2023 et que vous pouvez suivre à ce lien. Donc, l'idée d'une redistribution en faveur donc des États, des personnes défavorisées qui subissent les inégalités de la mondialisation, donc du nord vers le sud généralement, mais aussi les entreprises doivent participer à ce mouvement. L'OIT, évidemment, instance essentielle en matière de justice sociale, puisque c'est le but premier et ultime de l'Organisation internationale du travail, d'assurer la justice sociale pour préserver la paix universelle. Les lois européennes et françaises traduisent cet objectif monumental de justice sociale globale. Alors le terme monumental, il figure dans le jugement de La Poste. Le juge français a bien acte que la loi française pose des objectifs monumentaux auxquels les entreprises doivent participer. Et effectivement, la question de l'efficacité se pose d'autant plus. Donc, voilà.
je passe sur des éléments voilà, pour pas prendre trop de temps. Alors, la loi française sur le devoir de vigilance, voilà, très rapidement, ce sont deux articles de loi qu'on retrouve dans le code de commerce, dans une section intitulée des actionnaires, et qui donc prend place dans une démarche de gestion des risques. Mais je vais y revenir un peu plus loin. La directive de l'Union européenne, voilà, adoptée à l'arraché, à la force du lobbying, voilà, des syndicats, des organisations, mais aussi de certains États auxquels n'appartenait pas spécialement la France, mais voilà. C'est 39 articles, plus une annexe qui est très problématique, 58 pages de texte. Donc l'approche, peut-être que ces textes répondent, parce qu'on va le voir, l'approche française, elle est vraiment minimaliste. Et d'ailleurs, les entreprises se servent de du caractère très général et très vague de la loi pour dire oui, mais nous, on ne sait pas vraiment comment faire. Donc, on a besoin d'aide, on ne sait pas vraiment comment faire. Donc, ce serait injuste de voilà, de nous enjoindre sous astreinte à adopter des mesures, parce qu'en fait, voilà, la loi ne dit rien. Et on va le voir, le décret n'a jamais été, le décret qui est possible selon la loi n'a jamais été adopté. Donc, c'est quand même déjà un élément important. La directive de l'Union européenne, elle est extrêmement précise, de sorte que la loi française devra sûrement être complétée. 3 piliers communs tout de même peuvent être mentionnés, surtout 2. Le troisième, voilà, j'ai un doute. D'abord, c'est clairement une approche positive par les risques, et on va y aller ici. Voilà, une approche par les risques que les textes exigent en réalité, très clairement. Donc un peu moins clairement pour le texte français, mais quand même, voilà. Le plan de vigilance qui doit être adopté, publié et mis en œuvre par les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la loi française se base, élément essentiel, sur d'abord une cartographie des risques. Ce sont les risques qu'il faut identifier, analyser, hiérarchiser. Les procédures d'évaluation que les sociétés mères ou donneuses doivent mettre en place à l'égard des filiales ou de tous les partenaires se font au regard de la cartographie des risques, donc c'est lié. L'objectif étant d'atténuer les risques, de prévenir les atteintes graves. Et voilà, le mécanisme d'alerte qui doit être mis en place doit aussi porter sur les signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques. Bon, et je ne l'ai pas souligné, mais j'aurais pu le mettre en rouge, le dispositif de suivi des mesures que l'entreprise met en œuvre et d'évaluation doit permettre de démontrer l'efficacité de ces mesures. La directive est, comme souvent, beaucoup plus didactique, beaucoup plus voilà, dans son préambule, en tout cas, beaucoup plus diserte. Et à l'article 5, il est clairement prévu que les États membres veillent à ce que les entreprises qui entrent dans le champ d'application fassent preuve d'un devoir de vigilance fondé sur les risques. On a bien là une approche fondée sur les risques. Alors, quels risques ? Ça, c'est intéressant et ça ressort aussi du jugement La Poste. Les risques qui pèsent sur les entreprises, qui pèsent en fait, oui, voilà, qui doivent être cartographiés, ce ne sont pas des risques internes à l'entreprise. Ce ne sont pas des risques financiers. Les risques, ce sont précisément ceux que les activités de l'entreprise font encourir à d'autres personnes, font encourir aux travailleurs d'autres structures, filiales, sous-traitants, etc., mais aussi aux populations locales, mais aussi plus largement à l'environnement, etc. Donc, c'est une approche par les risques qui n'est pas du tout celle d'un cadre gestionnaire dans lequel s'inscrit en fait le devoir de vigilance en France. Le plan de vigilance fait partie des documents de gestion qui doivent être fournis aux actionnaires. Donc, on n'est pas du tout là c'est pas les risques financiers de l'entreprise qui doivent apparaître dans le plan de vigilance, c'est le risque. Les risques font peser les activités d'entreprise sur d'autres personnes et pas les risques en tant que tels de l'entreprise. Et c'est bien ça, ou de la société, en tout cas de la société mère. Ça, c'est un élément important et qui effectivement, justifie quand même un accompagnement. Voilà, les entreprises, il faut quand même leur dire un peu ce qui est attendu.
la directive le fait très largement, je n'ai pas le temps de détailler, mais l'article 5 qui présente ce qu'est le contenu du devoir de vigilance pour l'Union européenne l'indique très bien, vous voyez, le devoir de vigilance implique de prendre les mesures suivantes. Le devoir de vigilance intégré dans le système de gestion des risques de l'entreprise. Et ensuite, on a évidemment recensé, évalué les incidences négatives, réelles ou potentielles des activités de l'entreprise. Donc, on peut traduire incidence potentielle, les risques, incidence réelle, ce sont les effets néfastes se sont déjà produits, etc. Donc là, on a vraiment un processus détaillé qui est détaillé ensuite dans plusieurs articles de la directive et qui donne les modalités d'action pour les entreprises, alors que la loi française se limite en tout et pour tout à cet article que vous avez ici. Voilà. Je n'ai rien retiré. Donc, en l'absence de décret pris en Conseil d'État, comme c'était prévu, comme c'est possible, en tout cas d'après la loi française sur le devoir de vigilance, il faut évidemment avoir pour avoir des précisions, des indications, se référer à la jurisprudence. Voilà. En tout cas, à la seule décision qui précise ce qui est attendu. Et elle est très intéressante. Il y aurait énormément de choses à dire. Elle a déjà été beaucoup commentée. Donc, je vais mentionner seulement certains éléments très rapidement. La cartographie des risques doit être précise, approfondie. Elle doit mentionner à la fois les risques, mais aussi les facteurs de risque. Et ça, c'est intéressant. Les facteurs de risque sont d'ailleurs indiqués par le tribunal judiciaire de Paris. Voilà, une énumération, le secteur, la nature de l'activité, sa localisation, le mode de relation commerciale, le cadre juridique, la dimension, la structure, les moyens des filiales, etc. Donc on a déjà des indications qu'une cartographie trop générale des risques et ne mentionnant pas les facteurs de risque n'est pas conforme à la loi. Ensuite, de même pour l'analyse et la hiérarchisation de ces risques, le tribunal indique qu'il faut faire ressortir clairement quels sont les risques les plus graves, quelles sont donc aussi les actions prioritaires qu'on va devoir mettre en place au sein de l'entreprise. Donc cette hiérarchisation, elle doit être faite dans le plan de vigilance. Et les procédures d'évaluation, évidemment, elles doivent être suffisamment étayées, suffisamment précisées pour que le juge puisse apprécier si elles sont adaptées au regard de la cartographie précédente. Donc vous voyez, on a plusieurs étapes, plusieurs niveaux qui sont liés et qui en tout cas demandent une charge qui font reposer une charge de la preuve quand même assez forte sur les entreprises et qui, en tout cas pour répondre à la question, qui pourrait en tout cas permettre d'envisager que la responsabilité puisse quand même être engagée en cas de risque réalisé, en cas d'effet néfaste. Bon, à voir par la suite. Deux éléments quand même qui limitent. Je sais que j'ai pas regardé l'heure, je sais que je suis en retard. Deux éléments qui limitent. D'abord, le tribunal, donc ça a peut-être déjà été dit, le tribunal judiciaire de Paris refuse d'enjoindre à la Poste de publier la liste des sous-traitants et des partenaires secret des affaires. Et puis, en plus, le syndicat qui, en l'espèce, avait formé l'action n'a pas démontré la nécessité de connaître l'identité de ces actions. C'est quand même assez problématique lorsqu'on veut vérifier que la cartographie des risques est complète. Deuxième élément, que je voulais quand même juste... Oui, le tribunal judiciaire de Paris refuse aussi d'enjoindre lui-même à la société La Poste les mesures qui devraient être prises en fonction du plan de la cartographie des risques. Ça, c'est traditionnel en France. La théorie de l'employeur seul juge. Voilà. C'est pas au juge de déterminer quelle est la mesure la plus adéquate et de l'ordonner à l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a quand même une démarche par les résultats? Généralement, on dit non, c'est pas le devoir de vigilance, c'est une démarche par les risques, par les actions, mais c'est pas une démarche par les résultats. Le mécanisme de responsabilité civile, à mon sens, ne peut pas être considéré comme vraiment une approche par les résultats, même si on peut dire que
Si les résultats ne sont pas atteints, la responsabilité civile de l'entreprise pourrait être engagée. Mais le résultat qu'on vise là, c'est juste l'établissement d'un plan de vigilance conforme aux exigences légales. Le résultat, ce n'est pas de garantir zéro risque et aucun effet négatif dans la chaîne de sous-traitance. Pour la directive, c'est la même chose, puisque c'est seulement si on arrive à démontrer que l'entreprise a manqué intentionnellement ou par négligence à l'une des obligations du devoir de vigilance qu'on pourra rechercher, en tout cas qu'on pourra réussir à rechercher la responsabilité de l'entreprise, à la condition évidemment de démontrer qu'un dommage a été causé aux intérêts juridiques de la personne physique ou morale qui se prétend victime et qui donc voilà. Donc là encore, c'est pas la responsabilité, elle repose. Ouais, je termine super vite. C'est la dernière slide. On le voit. Les acteurs privés sont au centre du dispositif. Évidemment, les entreprises, puisque ce sont elles qui doivent établir ce plan de vigilance ou de prévention. Les ONG, les syndicats aussi, puisque ce sont eux, en droit français, qui contrôlent, en fait, qui ont la maîtrise du contrôle du plan de vigilance. Parce que pour faire constater qu'une entreprise n'a pas respecté son obligation de vigilance, ce sont eux qui doivent mettre en demeure l'entreprise de se conformer aux exigences légales et ensuite, si elle considère que ça n'a pas été fait, de saisir le juge. Alors que la directive de l'Union européenne, pour aller très vite, impose la mise en place ou la désignation d'une autorité administrative qui sera chargée, comme c'est le cas dans la loi allemande, d'enregistrer les plans de vigilance ou de prévention, d'identifier les entreprises soumises. Parce qu'en France, l'administration française n'est pas capable d'identifier avec précision quelles sont les entreprises donneuses d'ordre et les sociétés mères qui sont tenues de respecter la loi sur le devoir de vigilance. Donc c'est quand même très problématique. Ou n'a pas, voilà. En tout cas, l'administration ne le fait pas. L'obligation de publier un plan de vigilance, ça peut être fait sur le site internet de l'entreprise, la société. Donc, bon. Et surtout, elle a le pouvoir de prononcer des sanctions, cette autorité administrative, ce qui implique que la loi française là, devra être complétée, et ce qui nous dit des choses intéressantes sur l'efficacité, l'effectivité potentielle des dispositifs pour être assurée. Mais elle est, comme le disait Isabelle, tributaire des cas particuliers, c'est du cas par cas. Et ça c'est forcément très problématique pour la prévisibilité et aussi pour l'efficacité. Et voilà, et on pourrait terminer en se demandant si cette dimension structurelle, qui est pointée par le devoir de vigilance, est-ce qu'elle met réellement en cause la globalisation? Est-ce qu'elle ne fait que prendre en compte, acter des effets potentiellement néfastes? Vaste question et navrée pour le dépassement du temps.